Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de Wise. Si vous suivez Courir Mieux depuis plusieurs mois, vous savez que ma collaboration avec cette marque ancienne n'est pas nouvelle. Utilisateur de leurs produits depuis longtemps et à travers de nombreuses aventures comme ma traversée des 7 merveilles de Chartreuse, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous en parler en tant que partenaire de cet épisode. Depuis 2019, Wise m'impressionne par leurs engagements écologiques forts et leur circuit de production court entre France, Italie et Portugal, tout ça sans le moindre compromis sur la technicité de leurs produits qui atteint toujours des sommets. J'adore par exemple leur veste imperméable Black Shell 3 qui me protège en montagne quand les conditions se dégradent et leur short Sherpa Max dont le portage me permet d'emmener tout ce dont j'ai besoin durant mes trails. Je vous invite à parcourir leurs produits sur le site wisetrailrunning.com, vous ne serez pas déçus. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, j'ai le plaisir de vous présenter différents travaux qui se sont intéressés à comment progresser en trail court, en trail long et en ultra trail. Plus précisément, je vous y vulgarise plusieurs études qui ont cherché à comprendre quels paramètres physiologiques étaient le plus associés à la performance sur ce type de course. Après ce Scientific Day, vous connaîtrez donc les premiers points clés à considérer dans votre entraînement pour progresser en trail court, en trail long et en ultra, et les aspects qui pourraient éventuellement être mis de côté. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, aux frontières, partie 1. Comment progresser en trail? Cette question est sûrement celle que se posent la plupart des traileuses et des trailers. Beaucoup d'entre nous aimeraient mieux monter en côte, mieux relancer sur les portions plus roulantes, ou encore descendre plus vite avec plus d'aisance. Et comme souvent, la réponse à cette question n'est pas simple. Elle est complexe et multiple. Après tout, s'il y avait une seule réponse à cette question, tout le monde la connaîtrait et vous n'auriez pas besoin des épisodes de Courir Mieux. Plus précisément, quand on se demande comment progresser en trail, on se pose la question des déterminants de la performance en trail. En d'autres termes, on se pose la question des ingrédients qui permettent de progresser, donc il faut travailler, et de ceux qui n'aident pas au progrès, donc à mettre de côté. En effet, une fois que l'on sait que X ou Y aspect de notre physiologie permet de s'améliorer en trail, et qu'on a identifié nos points forts et nos faiblesses, il suffit de mettre en place des séances qui développent ces paramètres pour progresser. Avant de continuer cet épisode, une distinction importante doit être réalisée. Dans une vidéo passionnante réalisée par Salomon, Guillaume Millet expliquait qu'il y a 4 piliers à la performance en trail. J'aime beaucoup cette distinction, aussi je vous la présente. Il s'agit 1. Des aspects mentaux, par exemple la résilience, comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Des aspects tactiques, comme par exemple la gestion des moments aux efforts plus soutenus. Des aspects énergétiques, par exemple prévenir l'épuisement des stocks de glycogène. Et enfin, des aspects liés au coût du déplacement, par exemple diminuer ce dernier en utilisant des bâtons. Cependant, l'importance de ces piliers et des composants de ces derniers n'est pas la même en fonction de la distance. Les déterminants de la performance, donc des progrès, en trail, ne sont pas exactement les mêmes selon la distance de vos compétitions ciblées. Ainsi, l'entraînement pour un kilomètre vertical sera différent de celui pour un ultra. Celui pour un trail de 40 km n'est pas le même que pour un 160. Dès lors, avec cette précision en tête, on sait qu'il sera compliqué d'être aussi performant sur des formats courts que sur des formats longs. Les athlètes de haut niveau le démontrent, avec leur format de prédilection clairement identifié pour la plupart d'entre eux. En 2022, Courtney Dauwalter fait 10e à Zegama, mais gagne la Hard Rock 100 et la Diagonale des Fous. En 2018, François Daen finit 32e de la Maxi Race, mais remporte la Diagonale des Fous. À part Kylian Jornet, les athlètes performant aussi bien sur des formats courts que longs sont rares. Et il en sera de même pour vous. Pour progresser en trail, il faudra, à mon sens, cibler un format de course en particulier et s'entraîner pour ce dernier. Il sera difficile de vous entraîner et de performer pendant une même saison, voire durant 2 saisons proches, sur des formats aux distances drastiquement opposées. En d'autres termes, pour bien performer et pour bien progresser, il faudra faire des choix. Depuis plusieurs années, la distinction entre les facteurs qui permettent de performer en trail court et ceux qui permettent de performer en trail long est documentée. Quelques études et au moins 2 doctorats ont été réalisés sur le sujet. Dans cet épisode, je vais vous présenter les résultats de ces travaux. Je vais diviser ces résultats en 2 parties. Dans un premier temps, je vous présenterai comment progresser en trail court, avec les facteurs de performance identifiés sur ce type de format.
Dans un deuxième temps, je vous présenterai comment progresser en trail long et en ultra trail, avec ceux associés à la performance sur ces distances. Cependant, et pour reprendre la classification en 4 piliers de Guillaume, je m'intéresserai uniquement aux facteurs énergétiques et à ceux liés au coût du déplacement. Je traiterai de ceux mentaux et de ceux tactiques dans d'autres épisodes. Commençons par le trail court. En 2018, Erstrom et Hall ont conduit une étude pour mieux comprendre les dimensions permettant la performance en trail court. Selon eux, un format trail court est une course de 40 km maximum. La grande particularité de cette étude est d'avoir réalisé des mesures de marqueurs à l'époque rarement considérées dans les études sur le trail. Il s'agit des marqueurs relatifs aux capacités musculaires des athlètes et non pas juste énergétiques. Dans cette étude, les chercheurs ont recruté 9 athlètes de bon niveau, courant depuis en moyenne 9 ans sur ce type de format. Ils couraient en moyenne 75 km par semaine et s'entraînaient entre 3 et 5 jours par semaine. Je trouve intéressant de souligner qu'ils ne pratiquaient pas que de la course à pied, mais aussi du cyclisme en moyenne 5 fois par mois. Les auteurs ont mesuré de nombreux paramètres, à savoir la VO2 max sur tapis, dans une pente à 10%, la vitesse maximale à cette VO2 max, la fréquence cardiaque maximale, les seuils ventilatoires 1 et 2, le coût du déplacement dans différentes pentes et à différentes vitesses, la force maximale des membres inférieurs en concentrique, c'est-à-dire en soulevant une charge, comme on peut le faire en montée, et la force maximale en excentrique, c'est-à-dire en retenant une charge comme on le ferait en descente. Ils ont également mesuré l'endurance musculaire des athlètes. Ils ont aussi considéré la meilleure performance sur un test de type temps jusqu'à épuisement à 88%, de la VO2 max des athlètes dans une pente à 10%. Et enfin, ils ont mesuré leur performance en contexte réel sur une course de 27 km et 1400 mètres de dénivelé. Les analyses statistiques ont révélé que le VO2 max et la vitesse à VO2 max étaient significativement et fortement corrélés à la performance en trail court. Il s'agissait des facteurs explicatifs les plus importants de la performance. L'endurance musculaire des membres inférieurs était également significativement corrélée à celle-ci avec le coût du déplacement en pente à 10%. Les autres paramètres mesurés, comme le seuil ventilatoire 2 ou le coût du déplacement à plat, n'étaient pas liés à la performance en trail court. En 2022, Frédéric Sabater-Pastor, qui a intervenu dans le podcast Courir mieux et à l'époque doctorant avec Guillaume Millet, a réalisé une étude brillante sur le sujet. Durant l'UTMB 2019, lui et son équipe ont recruté 54 coureurs et coureuses. Ces derniers étaient inscrits sur la MCC ou l'OCC, catégorisée trail court, la CCC, catégorisée trail moyen, et la TDS ou l'UTMB, catégorisée trail long. Quelle que soit la distance de course, ces athlètes réalisaient tous les mêmes mesures avant leur course et juste après leur course. Les variables mesurées étaient nombreuses. On retrouve le VO2 max, le VO2 pic, les seuils ventilatoires 1 et 2, le coût du déplacement, la force maximale des membres inférieurs, quadriceps et mollets, la masse grasse des participants ainsi que la quantité d'énergie provenant des lipides et celle provenant des glucides étaient elles aussi évaluées. Leurs résultats ont révélé que sur trail court, 5 paramètres étaient significativement corrélés à la performance. Il s'agissait par ordre d'importance ou de force de la relation de le VO2 max, le pourcentage de masse grasse, le pourcentage d'énergie provenant des lipides, la force maximale des membres inférieurs et le coût du déplacement. Les autres variables, comme le seuil ventilatoire 2 ou la quantité d'énergie provenant des glucides, n'étaient pas corrélées à la performance sur les formats courts. Cela peut rejoindre certains points discutés dans les épisodes précédents sur l'alimentation pendant une course de trail. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Je vous propose maintenant de passer aux trails longs et aux ultra-trails. Le deuxième format auquel nous pouvons nous intéresser dans cet épisode est le format dit trail long. Personnellement, je rangerai dans cette catégorie les courses hybrides, entre le format maratrail et ultra-trail.
Il pourrait s'agir de courses comme des 60, des 80 ou des 100 km. Néanmoins, la littérature s'est peu intéressée à ce type de distance. Une des raisons possibles est que les déterminants de la performance sur ces courses-là dépendent du niveau de l'athlète et du temps qu'il ou elle va passer dans l'épreuve. Par exemple, les déterminants de la performance sur un 80 km comme le Grand Trail des Templiers, pour un élite comme Jonathan Albon ou Julie Roux, vainqueurs en 2023, sont peut-être similaires à ceux d'un trail dit court. Leur effort durant 7 ou 8 heures. A l'inverse, pour le dernier finisher de cette course, en plus de 12 heures, les déterminants de la performance en ultra-trail sont peut-être plus impliqués. Mais cette hypothèse ne m'appartient pas, et je veux rendre à Guillaume Millet ce qui lui appartient. Nous revenons sur ce point dans mon échange avec lui et Jean-Benoît Morin, dans la partie 2 et 3 de ce Scientific Day. L'étude de Sabater, Pastor et Hall en 2022, dont je vous ai parlé juste avant, a exploré les facteurs associés à la performance en trail long. La méthodologie est celle que je vous ai décrite précédemment, sauf que cette fois, ils ont analysé les données des athlètes ayant terminé la CCC, donc 100 km et 6100 mètres. Dans leurs résultats, ces auteurs retrouvent plusieurs similitudes avec les déterminants de la performance en trail court, mais certaines différences. Tout d'abord, le VO2 max était à nouveau fortement et significativement corrélé à la performance en trail long. On retrouve ensuite, par ordre d'importance ou de force d'association, le pourcentage de masse grasse et la force maximale des membres inférieurs. De manière surprenante, mais les résultats sont là, et l'échantillon suffisamment grand et représentatif pour qu'il soit crédible, le coût du déplacement et l'utilisation des graisses n'étaient plus associés à la performance comparativement au format trail court. Les autres paramètres, comme la vitesse au seuil ventilatoire 2, n'étaient pas corrélés à la performance en trail long. En 2020, Coates et Hall avaient conduit une étude sur des distances similaires et pour répondre à la même question. Précisément, cette équipe a mesuré de nombreux paramètres physiologiques et biologiques chez des participantes et des participants du 50 km, du 80 km et du 160 km du Sulphur Spring Trail Races, une compétition de trail au Canada. En nous concentrant sur les formats longs, à savoir 50 et 80 km, les auteurs ont montré que la vitesse maximale et le VO2 max étaient corrélés à la performance. Cependant, là aussi, le coût du déplacement n'était pas corrélé à la performance. D'autres facteurs, comme le volume d'entraînement le mois précédant la compétition, la fréquence cardiaque de repos ou encore la masse corporelle n'étaient pas non plus associés à la performance sur ces distances. Peut-être une première preuve que le volume d'entraînement n'est pas si important pour comprendre la performance. Concernant l'Ultra Trail, l'excellente étude de Sabater, Pastor et Hall 2022 n'a malheureusement pas pu conduire leurs analyses avec les finishers de la TDS et de l'UTMB. Des résultats préliminaires ont montré que la vitesse maximale des coureurs était corrélée à la performance. De plus, la force maximale et le VO2 max étant associés à la performance sur les deux autres formats, il me semble raisonnable de penser qu'ils le sont aussi sur cette distance. De même, Coates et Hall en 2020 n'ont pas pu non plus conduire des analyses statistiques sur ces distances ultra-trail. Cela peut être dû au fait que seuls 8 participants de leur étude ont terminé le format 160 km. Néanmoins, 2 études spécifiques à l'ultra-trail ont tenté de répondre du mieux possible à la question des facteurs physiologiques qui favorisent la performance. Leur but est toujours le même, identifier ce qui explique la réussite en ultra pour savoir quoi entraîner. En 2023, Sabater, Pastor et Hall ont publié une autre étude. Cette fois, cette équipe a recruté 22 athlètes masculins ayant terminé l'UTMB 2009, 166 km, 9500 mètres. Ces derniers ont effectué plusieurs mesures entre 1 et 2 mois avant la course. Les auteurs ont récolté les données suivantes. Le VO2 max, la vitesse à VO2 max, le pourcentage de VO2 max au seuil lactique 2, la force maximale en isométrique, le coût du déplacement et le pourcentage de masse grasse. Leurs premiers résultats ont montré que, pris indépendamment, la performance en ultra-trail était significativement liée au VO2 max, à la vitesse à VO2 max, au seuil lactique 2, au coût du déplacement et au pourcentage de masse grasse. La force maximale en isométrique n'était pas corrélée au temps de course. Leurs analyses suivantes, un peu plus poussées, ont révélé autre chose. Une fois tous ces facteurs combinés dans une seule et même analyse, certains ressortaient comme plus importants que d'autres. Précisément, une fois mélangés, seul VO2 max et le coût de déplacement expliquaient significativement la performance en ultra-trail. Les autres paramètres, comme le pourcentage de VO2 max au seuil lactique 2, n'étaient alors plus des facteurs intéressants pour expliquer cette performance. Ces résultats de 2023 rejoignent d'autres preuves scientifiques plus anciennes. En 2011, Millet et Hall avaient conduit une étude atypique.
Ils avaient demandé à 14 athlètes d'ultra-endurance de courir sur tapis pendant 24 heures. Cette équipe mesurait au préalable de nombreux paramètres physiologiques. La distance totale parcourue représentait leur performance. Là encore, les auteurs ont mesuré de nombreux marqueurs physiologiques assez classiques. On retrouve le VO2 max, le coût du déplacement, la typologie musculaire, par exemple dominante fibre 1 ou fibre 2, et le seuil lactique 2. Leurs résultats avaient montré que la performance sur 24 heures était significativement expliquée par VO2 max et le pourcentage de VO2 max maintenu pendant 24 heures. Ce pourcentage était lui-même expliqué par le coût du déplacement. Cependant, d'autres paramètres comme la typologie musculaire ou le seuil lactique 2 n'étaient pas significativement associés à la performance sur 24 heures. En conclusion, pour répondre à la question « Comment progresser en trail ?», il faut d'abord considérer la distance sur laquelle on souhaite progresser. En effet, il faudra sûrement travailler des facteurs différents selon si vous vous entraînez pour un trail court, un trail long ou un ultra-trail. À mon sens, un des moyens de savoir comment progresser en trail est de connaître les déterminants physiologiques de la performance. Plusieurs études ont voulu identifier ces derniers. Pour progresser en trail court, il semblerait que 6 facteurs soient importants. Il s'agit du VO2 max, de la force maximale des membres inférieurs, de l'endurance des membres inférieurs, du pourcentage de masse grasse, du taux d'utilisation des lipides à l'effort et du coût de déplacement. Dans cette liste, le VO2 max, la force maximale et l'endurance des membres inférieurs et le coût du déplacement me semblent plus entraînables que les autres. Je vous renvoie aux épisodes, par exemple dédiés au développement de VO2 max ou à celui dédié au développement de la force maximale. Pour progresser en trail long, les résultats sont assez similaires. Il semblerait que les 2 paramètres les plus importants à travailler, d'après la littérature, soient le VO2 max et la force maximale des muscles des jambes. Je vous renvoie donc à nouveau aux épisodes sur le sujet. Enfin, pour progresser en ultra-trail, là aussi 2 paramètres physiologiques bien connus ressortent. Il s'agit du VO2 max et du coût du déplacement, lui-même associé à la force maximale des membres inférieurs. Ces derniers expliqueraient ensemble 2/3 de la performance en ultra-trail, ce qui est considérable. Contrairement à ce qui est parfois cru, d'autres paramètres, comme le pourcentage de VO2 max au seuil lactique 2, n'ont, à travers ces 5 études, jamais été identifiés comme des prédicteurs significativement associés à la performance au trail, quelle que soit la distance considérée. Je souhaite conclure cet épisode avec ce que cette littérature ne nous dit pas. En effet, à la lecture de ces papiers, on pourrait simplifier la réalité. Sur les 3 formats de trail discutés, les paramètres soulignés pour progresser en trail sont le VO2 max, la force maximale et le coût énergétique qui sont liés. Cependant, conclure que 2 ou 3 paramètres suffisent pour progresser en trail me semble inapproprié. Par exemple, en ultra-trail, la quantité de glucides qu'un athlète peut ingérer est associée à la performance, comme discuté dans l'épisode sur la nutrition. Il n'est pas discuté ici, simplement car aucune des études considérées ne l'a cité. De même, la capacité à résister musculairement aux descentes est cruciale, surtout en long et en ultra. J'avais discuté cela dans un article disponible sur le site courirmieux.fr dédié à comment s'améliorer en descente. Un épisode sera d'ailleurs bientôt réalisé sur le sujet. Mais là aussi, ce facteur n'est pas abordé car aucune étude ne l'a considéré. Encore un exemple. Des travaux ont montré que la gestion du sommeil, Urdiel et al. En 2015, ou la gestion de l'allure, Hoffman en 2014, sont également prédicteurs de la performance en ultra. Cependant, ils ne sont pas non plus évalués dans les travaux mentionnés ici. Enfin, le coût de déplacement dépend lui-même de la façon de se déplacer, marcher ou courir. Il peut également être lié à l'utilisation d'accessoires ou non, comme les bâtons ou le poids du portage. Il ne s'entraînera donc pas de la même manière selon, encore une fois, la distance du trail préparé. La performance et les progrès sont multifactoriels. Les études évoquées dans cet épisode font une liste des paramètres qui permettent de progresser en trail court, long et en ultra-trail. Elles soulignent également les facteurs qui ne semblent pas utiles à travailler. Néanmoins, ces listes sont non exhaustives. À l'avenir, le répertoire des qualités à développer pour performer en trail, ou à plutôt mettre de côté, s'agrandira certainement. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de comprendre quelles sont les premières caractéristiques physiologiques intéressantes à travailler pour progresser en trail court, en trail long et en ultra-trail et booster vos performances. Évidemment, la littérature est réductrice et non exhaustive. Cependant, elle souligne déjà des pistes intéressantes concernant les aspects à travailler qui comptent, qui sont importants,
et ce à plutôt ignorer, à mettre de côté, car peu associé aux performances. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 et 3 de cet épisode avec Jean-Benoît Morin et Guillaume Millet. Ils sont tous deux chercheurs en sciences du sport et experts de la thématique, avec de nombreuses publications sur le sujet à leur actif. À très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edward Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.